Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Arthur Kacprik, analyste, Polish Institute of International Affairs, PISM, Varsovie, Pologne. La conférence s'intitule « Le nucléaire et les alliances dans le nouveau contexte stratégique ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Merci beaucoup à tous. Merci au professeur et à vous tous pour votre chaleureux accueil. C'est un plaisir absolu d'être ici, de venir parler de ce sujet très pertinent. Je suis ravi de voir également le grand intérêt qu'il y a pour ce sujet. Je dirais que de nos jours, à notre époque, il est de plus en plus important pour la Pologne et la France d'avoir un dialogue sur les questions de dissuasion, des questions de sécurité. Nos deux pays jouent un rôle particulier dans la sécurité européenne. La France, bien sûr, est la grande puissance militaire en Europe, la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, l'une des deux seules puissances nucléaires dans l'Europe otanienne. Et en même temps, mon pays, la Pologne, a une situation critique, mais aussi délicate sur le flanc oriental de l'Europe, de l'OTAN, et c'est la troisième plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis et la Turquie. Comme l'a dit le professeur Gauthier, je ne m'exprime qu'en mon nom propre. J'ai parfois la possibilité de proposer mes conseils au gouvernement, même si je ne fais pas partie du gouvernement. Et en fait, le sujet de la réunion d'aujourd'hui arrive tellement à point nommé de nos jours concernant l'Europe et les relations transatlantiques que je vais prendre la liberté d'axer mon propos notamment sur l'avenir de la dissuasion nucléaire sur notre continent et dans l'Union atlantique, alors que depuis des décennies, les États-Unis sont le principal fournisseur de dissuasion nucléaire, alors que la France et le Royaume-Uni et d'autres plus petites puissances nucléaires ont contribué à la sécurité alliée collective. Donc, je souhaite axer mon propos sur l'analyse des menaces nucléaires actuelles et futures, et ensuite, je ferai quelques recommandations en espérant pouvoir ouvrir le débat ensuite. Mais avant d'entrer dans les détails, regardons rapidement quelle est l'histoire nucléaire de l'OTAN. Cela s'impose, cela ne sera pas un propos exhaustif sur cette histoire, mais je crois que cette histoire est le reflet du caractère compliqué et de l'extension de la dissuasion nucléaire à ses alliés. Surtout si l'on parle de dissuader un autre État nucléaire d'attaquer un autre pays. Et d'ailleurs, il est très difficile de rassurer ses alliés que, en fait, vous êtes prêts à le faire, que vous êtes prêts à risquer la guerre nucléaire pour défendre un autre pays. Parce qu'après tout, c'est cela qu'est la dissuasion élargie. L'OTAN a déjà été aux prises avec ce problème au milieu des années 50, lorsqu'il apparaissait clairement que tôt ou tard, l'Union soviétique allait acquérir des capacités de deuxième frappe contre les États-Unis. Il était donc clair qu'avec le temps, les forces nucléaires soviétiques seraient tellement importantes que les États-Unis ne pourraient plus les détruire directement dans une première frappe et pourraient donc ensuite devenir victimes d'une contre-frappe soviétique. C'était important à l'époque parce que la stratégie américaine et otanienne était celle d'une représaille de masse. On supposait que si les Soviétiques attaquaient l'Europe occidentale avec leur armée en supériorité numérique, les États-Unis allaient fournir des armes nucléaires de courte portée pour empêcher les forces soviétiques d'avancer, mais ensuite, dans un second temps, on utiliserait des capacités de deuxième frappe pour sanctionner l'Union soviétique et en détruire les capacités nucléaires. C'était surtout important pour les Européens parce qu'on avait peur pendant la guerre froide que les Soviétiques aillent risquer un conflit qui soit limité à l'Union centrale et orientale, conventionnelle ou nucléaire, tant que le territoire soviétique n'était pas ciblé. Mais l'émergence des capacités de deuxième frappe
soviétique a dit qu'en utilisant des armes nucléaires pour défendre ses alliés, les États-Unis risqueraient le suicide et donc cela a fait en sorte que le général de Gaulle a demandé aux Américains s'ils échangeraient Paris contre New York ou Boston contre Berlin. Et aucun dirigeant n'était prêt à faire cet arbitrage, mais il n'était pas non plus dans les intérêts américains que les Soviétiques envahissent et dominent l'Europe. Ce n'était pas non plus dans l'intérêt de l'Amérique et que les alliés de l'Amérique perdent confiance envers cet engagement américains et prennent des mesures unilatérales pour assurer leur sécurité. Ce genre de mesures pourrait être des accommodements avec l'Union soviétique et, deuxièmement, que ces pays acquièrent l'arme nucléaire, ce qui lancerait une crise éventuellement avec l'Union soviétique ou, en cas de guerre, du point de vue américain, que certains alliés utilisent des armes nucléaires à l'encontre des intérêts américains et donc entraînent les États-Unis dans le conflit. Et donc, il a fallu que les Américains prennent des mesures supplémentaires pour renforcer la dissuasion au-delà de ce qui était déjà en vigueur à l'époque. En plus d'une présence avancée de forces américaines conventionnelles en Europe, une présence avancée d'armes nucléaires américaines en Europe, certaines étant affectées à un usage par certains alliés en temps de guerre si le président américain l'autorisait, et c'était le but central des accords de partage nucléaire, tels qu'on les appelait, et ces mesures de dissuasion et de réassurance visaient à améliorer la concertation dans la planification conjointe entre les États-Unis et les alliés, ce qui a fait créer le groupe de planification nucléaire de l'OTAN et les stratégies de réponse flexible de l'OTAN en 1967. Dans ce deuxième concept, il y avait une mesure à laquelle je reviendrai à de nombreuses reprises aujourd'hui. Désolé si c'est abstrait, voire technique à certains moments, mais il est important d'en parler. Le concept d'emploi limité des armes nucléaires. En gros, l'idée était que l'on utiliserait peut-être une ou deux ogives au début contre l'avance des troupes soviétiques pour envoyer signal aux troupes soviétiques d'arrêter d'avancer pour empêcher une escalade, sans déclencher une guerre nucléaire totale dès le début. Et si on compare la pratique et la théorie, cette stratégie suivait une logique semblable à une menace qui éviterait la manipulation du risque développée par Thomas Schelling, qui a ensuite gagné le prix Nobel. Selon Schelling, la guerre nucléaire totale pourrait se passer même sans l'intention des puissances nucléaires de s'impliquer dans la crise, parce que les choses pourraient toujours dégénérer. Et si vous avez deux pays nucléaires qui utilisent des armes nucléaires, même dans un emploi limité, il peut toujours y avoir une erreur d'interprétation dans ce qui est limité ou pas, et l'idée était donc de manipuler le risque que les choses dégénèrent. Donc, ce que disait Schelling était que celui qui était le plus déterminé dans une crise va gagner et donc l'autre partie va se retirer. Mais la France n'était pas convaincue par ces théories ni par les efforts américains. Après avoir acquis ses propres armes nucléaires, la France n'a jamais rejoint le groupe de planification nucléaire pour assurer son indépendance et a quitté les structures militaires de l'OTAN pendant environ 40 ans. À l'opposé, les Anglais ont acquis les arrières capables de transformer des armes nucléaires, ont rejoint le groupe de dissuasion nucléaire, y compris dans la planification conjointe, mais aussi en achetant des missiles balistiques nucléaires américains qui sont utilisés, et ces sous-marins sont utilisés par les Anglais pour transporter leurs ogives. Alors, la dissuasion n'a pas échoué à l'époque, mais il est important de se rappeler que la dissuasion nucléaire a pendant longtemps été marginalisée au sein de l'OTAN. Pour la plupart des pays de l'OTAN, le fait de penser aux armes nucléaires tournait principalement autour du contrôle des armements et du désarmement, notamment dans les pays où il y avait des mouvements et des sentiments antinucléaires forts, tels que l'Allemagne. Ce n'était que la première attaque de la Russie contre l'Ukraine en 2014 qui a poussé l'OTAN à réapprendre et à
adapter la dissuasion nucléaire. Et maintenant, la plupart des discussions sur les armes nucléaires à l'OTAN visent à dissuader une attaque nucléaire russe, même si, selon moi, les perspectives d'une guerre nucléaire rendent tout conflit moins probable. Aujourd'hui, il semblerait, parlons du sujet qui fâche, il semblerait que nous soyons à un moment charnière dans l'histoire de l'OTAN en fonction des décisions qui pourraient être prises par le gouvernement Trump ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, concernant les relations avec la Russie, concernant un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et concernant l'avenir de la présence militaire américaine en Europe. Alors, ça n'est pas que l'OTAN n'a pas résisté à différentes tensions transatlantiques. Par le passé, il y avait des tensions sur la stratégie nucléaire, on en a déjà parlé. Aussi, concernant l'insuffisance des dépenses européennes pour les forces conventionnelles, pour les questions de commerce, de balance des paiements, d'unilatéralisme américain. Cependant, aujourd'hui, l'ampleur, la profondeur et l'amalgame de tous ces problèmes semblent être plus importants que jamais, en tout cas à mon avis. Donc, l'administration Trump promet de donner priorité à l'Asie beaucoup plus qu'à l'Europe. Les Américains ont dit que l'Asie est la priorité depuis pas mal de temps, mais en fait, depuis 2014, du fait des actions de la Russie, il y a de plus en plus d'implications américaines et de plus en plus de troupes américaines en Europe. Trump cherche aussi à des accommodements, une remise à zéro des relations avec la Russie, même si la Russie est clairement hostile aux alliés européens de l'OTAN et vis-à-vis de l'Ukraine. Et les Américains cherchent à extraire plus de dépenses militaires de la part des Européens pour conditionner la défense des alliés ou même pouvoir utiliser la force contre certains alliés. Ça, c'est une nouveauté par rapport à l'époque pré-Trump. Inévitablement, tout cela attise les préoccupations au sein des alliés européens quant à l'engagement américain et à son avenir. Il n'est pas non plus décidé à l'avance que les États-Unis vont abandonner l'Europe ou leurs alliés américains, mais il est tout à fait possible qu'à un moment, les Américains quittent l'OTAN ou fassent quelque chose qui vienne saper fondamentalement la crédibilité américaine en tant qu'allié. Par exemple, en retirant la plupart des forces d'Europe, notamment en retirant des forces de pays tels que le mien, des pays qui sont les plus menacés par une invasion russe, ou bien en parvenant à un accord avec la Russie sur l'Ukraine ou bien la sécurité européenne qui serait fortement désavantageux pour l'Europe. Les tensions transatlantiques actuelles sont surtout exacerbées du fait des tendances négatives précédentes en matière de sécurité européenne et aussi d'éparpillement des moyens et de l'attention américaine, mais aussi dans le domaine nucléaire. Et donc, il y a eu des défis posés par la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran qui coopèrent les uns avec les autres. La compétition nucléaire joue aussi un rôle. On voit cela avec les menaces russes qui ont accompagné l'invasion de l'Ukraine. Et la guerre a aussi entraîné une tripolarité nucléaire car la Chine renforce ses forces nucléaires et conventionnelles pour se rapprocher des superpuissances que sont les États-Unis et la Russie. Donc, c'est une introduction assez longue et aujourd'hui, je vais développer 3 principaux arguments. Principaux que, quoi qu'il en soit, les Européens devraient plus contribuer non seulement à la dissuasion conventionnelle, mais aussi à la convention nucléaire pour tenir compte des calculs russes, pour aussi compléter les efforts américains, tant que les Américains sont dans l'OTAN, et pour renforcer la crédibilité et les capacités de leur défense. Et je viens de parler des menaces nucléaires russes et chinoises, mais ce serait nécessaire, même si Trump n'avait pas été au pouvoir, le gouvernement Biden cherchait à trouver une façon de faire contribuer plus les Européens à la dissuasion nucléaire. Ici, je vais développer des solutions telles que le rôle joué par les forces nucléaires françaises et britanniques pour en développer le rôle. Je m'en féliciterai sans aucun doute, ainsi que le fait que les
aux Européens investissent dans des forces stratégiques non nucléaires telles que les capacités de frappe profonde. Et il faut continuer de travailler avec les États-Unis dans la mesure du possible pour entretenir, voire renforcer la dissuasion nucléaire. Parce que, au sens purement militaire, je ne crois pas que les Européens puissent fournir une protection nucléaire au continent de façon aussi crédible que les États-Unis, en tout cas rapidement, malgré les changements de point de vue. Les États-Unis continuent de déclarer qu'ils s'intéressent à l'Europe et à la protection de l'Europe, même si tout est très transactionnel selon Trump. Par exemple, en vendant des armes à un tel ou un tel. Tant que les États-Unis veulent défendre leurs intérêts en Europe et qu'ils restent engagés militairement dans une mesure significative, peut-être réduite, mais toujours significative, il y a moins de risques de déclencher une guerre nucléaire de la part des Russes, si jamais ils attaquent un allié des États-Unis. Et puis, enfin, il faut aussi penser au scénario du pire, dans lequel les États-Unis quittent l'Europe ou perdent entièrement leur crédibilité. Il faudrait donc se poser des questions pour savoir si la France et le Royaume-Uni seraient prêts et capables de remplir le manque laissé par la dissuasion américaine, ou bien s'il y aura une prolifération d'armes nucléaires avec de plus en plus de pays en Europe qui auraient des armes nucléaires, si ce serait la seule solution efficace pour continuer de garder les Russes à distance de l'OTAN. Avant de développer mes arguments et mes recommandations pour le débat, j'aimerais me pencher de plus près sur ce que nous essayons de dissuader. Quelle est la menace russe, y compris sa dimension nucléaire, la menace qui continuera de hanter l'Europe, quel que soit l'engagement et l'état de l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. L'invasion russe de l'Ukraine n'est que l'exemple le plus flagrant de l'agressivité russe, mais il faut se rappeler que le programme russe dépasse l'Ukraine. Il s'agit de rétablir une sorte de sphère d'influence en Europe. Dans des pourparlers récents avec les États-Unis, les Russes ont réitéré les exigences déjà posées avant l'invasion de grande ampleur en Ukraine, qui appelaient au retrait de toutes les troupes otaniennes de la Pologne et des pays qui ont rejoint l'Alliance après la guerre froide, ce qui ferait que les pays d'Europe centrale et orientale, la région d'où je viens, seraient vulnérables à une agression et à la coercition russe. Et puis, il y a d'autres exemples de cette approche russe. Vous vous rappellerez que Poutine se lamentait du fait que l'Union soviétique s'était effondrée et qu'il voulait récupérer des terres qui historiquement étaient russes. Et puis, selon le plan d'expansion des forces armées russes de 2023, on met l'accent sur le fait de poster plus de forces en Ukraine et autour du pays, mais il s'agit aussi de renforcer la présence des troupes aux frontières de l'OTAN en Pologne et en Finlande, ce qui en dit pas mal sur l'intention russe. Pour parler des armes nucléaires russes maintenant, elles jouent un rôle défensif, mais pas seulement. Elles soutiennent aussi le programme agressif de Russie qui est d'intimider, de diviser, de décourager l'Occident de réagir à des actions russes en temps de paix et en temps de crise et de guerre. Cela se voit depuis l'annexion de la Crimée. Il y a eu des signes, des manœuvres nucléaires russes pour affirmer sa puissance, mais cette intimidation est de plus en plus intense, de plus en plus prononcée depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine pour dissuader l'Occident de soutenir le pays attaqué. Et puis, il y a eu des manœuvres russes au début de la guerre. Il y a 3 ans, Poutine a dit que tous ceux qui vont s'interposer vont souffrir des conséquences inédites. Il y a eu aussi des mises en garde plus ambiguës. Parfois, ils ont envoyé des signes concret en annonçant le déploiement d'armes nucléaires au Bélarus, qui a une frontière avec mon pays, la Pologne, des exercices de déploiement de forces à moyenne portée qui pourraient cibler des nations européennes, ou bien plus récemment, il y a eu le changement de la doctrine nucléaire russe qui a réduit le seuil déclaré pour l'emploi des armes nucléaires. Alors, tout cela n'était pas une menace d'emploi nucléaire imminent,
Mais la Russie dit très clairement, nous rappelle très clairement que si les tensions escaladent, il pourrait utiliser des armes nucléaires. Malgré l'échec de toutes ces menaces à apporter une aide militaire à l'Ukraine, et cela a eu des effets. C'est important pour l'avenir parce que s'il n'y avait plus l'escalade de la part de l'Occident aux premières étapes de la guerre, les Ukrainiens seraient en bien meilleure situation aujourd'hui. Vous vous rappellerez qu'il y a eu un certain nombre de retards dans la fourniture de matériel tel que des chars ou des armes à moyenne portée, mais au début 2022, les forces russes en Ukraine étaient en très mauvais état. Les troupes mobilisées n'étaient pas encore arrivées en grand nombre en Ukraine. Les forces d'attaque initiales avaient été sévèrement battues, avec de grandes pertes dans le nord et dans le sud. Donc, si on était intervenu beaucoup plus fort dès le début, on aurait pu repousser les Russes beaucoup plus loin. Et même s'il y a des discussions pour envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine, il n'y a pas d'appétit pour envoyer des troupes actuellement pour se battre contre les Russes, pour protéger les Ukrainiens. Et rien que cela, c'est vu par les Russes comme une réussite de leur intimidation. J'imagine d'ailleurs que ça n'est pas perdu pour les Russes que Trump, à la fois candidat et président, a dit à plusieurs reprises que cette guerre pourrait se transformer en Troisième Guerre mondiale. Ce que j'affirme, c'est que si la Russie réussit à trouver un accord satisfaisant concernant le figeage de cette guerre, voire la fin de cette guerre, eh bien, ce serait éventuellement en partie dû à leur menace nucléaire. Eh bien, ils pourraient réutiliser les mêmes tactiques, lancer une attaque contre un État en utilisant des menaces nucléaires. Cela pourrait être une autre attaque contre l'Ukraine ou bien contre un membre de l'OTAN. Pour en revenir maintenant à des points très techniques, mais comme je l'ai dit, il faut en parler en partie. On ne peut pas parler des menaces nucléaires russes sans évoquer rapidement ce que serait l'emploi le plus probable d'armes nucléaires par la Russie. La Russie a un grand arsenal d'armes de courte et moyenne portée pour une utilisation régionale. C'est bien plus grand que l'arsenal nucléaire de courte portée américain en Europe. Selon les estimations américaines, il y a 1000 à 2000 ogives russes utilisent ce que l'on appelle les ogives non stratégiques ou bien tactiques, même si je n'aime pas ces termes. Les États-Unis en ont 100 en Europe. Et cette différence est due au fait qu'après la guerre froide, on pourrait dire qu'il y a eu un basculement dans la situation entre la Russie et l'Occident. Pendant la guerre froide, c'était l'OTAN et l'Occident qui dépendaient beaucoup de la première frappe parce que le pacte de Varsovie avait une supériorité conventionnelle en nombre de soldats, mais après la guerre froide, les Russes, en fait, ont augmenté le rôle des armes nucléaires et leur nombre pour contrer la supériorité conventionnelle de l'Occident, à savoir les États-Unis et leurs alliés. Alors, concernant l'emploi nucléaire dans un conflit régional, les questions ont été dominées par un emploi progressif et limité des armes nucléaires. Donc, on utiliserait des armes nucléaires de façon sélective sur des cibles bien choisies, peut-être pas des villes, mais des installations militaires ou des infrastructures critiques pour intimider l'autre côté et forcer l'autre côté à arrêter les combats, pour éviter une défaite russe dans un conflit conventionnel et pour terminer la guerre selon les conditions russes. Et si vous y pensez, ça ressemble beaucoup à la stratégie de riposte flexible otanienne, même si la différence est que les Russes ne voient pas simplement les armes nucléaires comme jouer un rôle défensif dans leur stratégie, mais aussi un rôle offensif. Et puis, une toute dernière chose dans cette partie, il ne faut pas passer à un point de vue extrême lorsque l'on parle
de l'emploi par les Russes des armes nucléaires, il ne faut pas être paralysé par ces perspectives. Pendant la guerre en cours, la Russie a très clairement cherché à dissuader les pays de l'OTAN de rejoindre la guerre. Donc, dès le début, il était extrêmement improbable qu'ils aillent attaquer l'Alliance en riposte au fait qu'on fournisse des chars ou ce genre de capacités ou d'autres types de moyens nucléaires. Mais d'un autre côté, la mise en garde serait que l'on n'a pas encore vu une situation où la Russie serait au bord d'une défaite stratégique, où elle arrêterait de se battre conventionnellement et il serait probablement dans l'intérêt des Russes d'utiliser des armes nucléaires. Le plus proche que l'on ait été de cette situation était à l'automne 2022, où les Russes envoyaient des signaux sur lesquels ils pourraient employer des armes nucléaires pour arrêter la contre-offensive ukrainienne dans le sud. Maintenant, il est difficile d'évaluer la crédibilité de ce scénario, ce qui aurait persuadé les Russes d'utiliser des armes atomiques. Il y a eu un certain nombre d'avertissements de la part des Russes. Ça aurait pu être une combinaison de problèmes. Les Russes auraient dû réussir à évacuer leurs forces de Kherson dans le sud. Ils avaient été avertis, selon certaines sources, par les États-Unis que s'ils utilisaient des armes nucléaires en Ukraine, il y aurait eu des frappes conventionnelles massives par les Américains en Ukraine pour empêcher les Russes de revenir. Et puis aussi, les partenaires de la Russie, tels que l'Inde et la Chine, auraient intimé à la Russie leur désaccord quant à l'emploi d'armes nucléaires. Et donc, il n'est peut-être pas probable qu'ils aient utilisé ces armes nucléaires, mais qu'ils se soient laissé la porte ouverte, là encore, si les gains avaient été plus élevés que le coût qu'il y aurait eu à utiliser ces armes. Ça aurait toujours été une possibilité. Alors, il y a une question dont on aurait davantage parlé il y a 6 mois. La question de ce que les Américains appellent le défi multi-théâtre. De quoi s'agit-il? Si on met de côté les tensions transatlantiques et même si on n'est pas dans une situation où les Russes sont, disons, enhardis par l'évolution de la guerre, il y a le côté chinois. Et là, alors on s'intéresse évidemment au développement des forces aussi bien conventionnelles que nucléaires chinoises, mais si une guerre devait éclater entre la Chine et les États-Unis, évidemment, ce seraient des nouvelles opportunités pour les Russes en Europe. Pourquoi? Parce que les Russes pourraient se dire que, ma foi, les États-Unis vont pas risquer simultanément 2 conflits nucléaires, et donc ils auraient un peu les coups des franges. Et puis, avec le développement des capacités chinoises, et si on pense à ce risque, donc 2 risques simultanément, vous aurez des forces américaines, y compris nucléaires d'ailleurs, qui se trouveraient engagées dans le Pacifique donc, et ne seraient pas en mesure, ipso facto, de mener des opérations en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était déjà sous l'administration Biden qu'on encourageait les alliés de l'OTAN à voir comment ils pourraient être amenés à contribuer davantage à la dissuasion, y compris nucléaire. Donc, alors voilà, ça plante un petit peu le décor et je pense que on y voit suffisamment clair pour passer à des recommandations, mais également à des questions, parce que je n'ai pas toutes les réponses. D'abord, la question de savoir si il y a encore moyen de travailler avec les Américains sur la dissuasion nucléaire. Alors, en principe, oui, il y a avec, comme l'a souligné le nouveau secrétaire de la Défense lors de sa visite en Pologne et ailleurs, les alliés européens, selon l'administration américaine, doivent assumer la responsabilité de la sécurité conventionnelle du continent européen, ce qui veut dire que la dissuasion nucléaire reste la tâche principale des Américains. Mais si l'on voit ce que disent les experts, en tout cas dans le parti républicain, ceux en tout cas qui sont du côté de Trump et ce qu'ils disent depuis longtemps, nombreux experts estiment qu'au contraire, les Américains devraient déployer davantage d'armes nucléaires en Europe. D'un côté plus pratique, je ne pense pas que ce soit tout à fait réaliste dans le climat politique actuel, puisque les Américains, au contraire, essayent de remettre à zéro la relation avec les Russes et puis même mener des négociations de contrôle des armements aussi bien avec les Chinois qu'avec les Russes, même si ça n'aboutit pas. Mais
on va supposer que ces négociations échouent et que la situation évolue, alors les Américains seraient peut-être amenés à en faire davantage sur la dissuasion nucléaire en Europe. Alors, il y a une option qui, à mon sens, mérite d'être évaluée si les choses se produisaient ainsi. C'est ainsi très hypothétique. Ce partage des responsabilités sur le plan nucléaire pourrait amener à faire venir des aéronefs d'autres pays à porter des armes nucléaires américaines, et on avait déjà pensé autrefois. Autre option, ce serait de déployer des bombes nucléaires carrément sur le territoire européen. Mais dans l'un ou l'autre cas, l'OTAN, les forces nucléaires de l'OTAN seraient plus viables, et donc il y aurait davantage de potentiel d'attaque sur les Russes, qui rendrait plus difficile des attaques préemptives du côté russe, et on arriverait au bout du compte à une meilleure répartition des charges entre les États-Unis et les Américains et les Européens, et c'est en fait là qu'on en est maintenant. Dans le partage nucléaire, s'il y a avantage de pays, il y aurait un signal de détermination de l'OTAN envoyé à la Russie, surtout sur la base de décisions conjointes de la part de tous les alliés de l'OTAN. Alors là, ce serait vraiment un signal très visible que les alliés de l'OTAN ne sont pas aussi insensibles à la question nucléaire que les Russes pourraient le croire. Et on peut imaginer que, justement, des pays proposent des aéronefs pour porter les armes nucléaires américaines, parce que vous avez des pays européens qui achètent des F-35 multirôles qui pourraient justement être des vecteurs d'armes nucléaires américaines. Et alors, évidemment, je serais en défaut si je ne disais pas que la Pologne était justement un candidat de premier rang pour se partager la charge nucléaire. Il faut bien voir que l'OTAN dit depuis longtemps que la plus large participation à l'arrangement ou au partage des charges nucléaires, de la responsabilité nucléaire, est un signe traditionnel. C'est-à-dire que surtout si aucun pays qui a rejoint l'OTAN après la guerre froide n'est associé à ce partage. Alors, dans cette histoire de partage, rien n'a été confirmé par l'OTAN, mais on sait que vous avez l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et peut-être même la Turquie. Alors, cette disposition géographique n'est pas un calcul stratégique, mais une résultante de la guerre froide. Et c'est un peu l'état des lieux lors de la fin de la guerre froide. Mais on pourrait s'interroger pour savoir ce que l'OTAN a gagné de sa retenue qu'elle s'est imposée en 96-97, donc en s'abstenant de déployer des armes nucléaires à l'Est. Alors que la Russie développait ses armes nucléaires en Europe, l'OTAN n'a fait que moderniser ses propres forces sans les élargir, sans accroître leur volume. Et maintenant, la Russie déploie des armes nucléaires, en tout cas, elle dit qu'elle le fait, plus proche donc des frontières de l'OTAN dans le Bélarus. Alors, ça, c'est un petit peu l'état du lieu, mais alors, par rapport à tout cela, qu'est-ce que les Européens peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? D'abord, à mon sens, ce serait sur les capacités conventionnelles qui méritent d'être renforcées considérablement. Les capacités conventionnelles ne peuvent évidemment pas remplacer la dissuasion nucléaire. Les armes nucléaires sont sans égal en matière de destruction majeure infligée rapidement, mais les capacités non nucléaires quand même peuvent soit réduire la probabilité d'usage des armes nucléaires ou avoir un rôle en réaction à une attaque nucléaire. Bon, le raisonnement russe, c'est-à-dire que ces armes sont là pour renforcer la sécurité européenne. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux Américains. Moyennant quoi, il y aurait une meilleure répartition du travail ou des charges entre l'Europe et les Américains, pourrait amener les Américains à rester dans l'OTAN et retirer les excuses qu'ils pourraient avoir pour punir les Européens de leur inaction. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Trump et son administration sur bien des points, mais je dirais quand même que l'Europe, en général, a sous-dépensé dans le domaine de la défense, et si elle avait davantage contribué, on serait sans doute dans une meilleure position aujourd'hui. Et il faut bien
en tant qu'alliance. L'Europe doit pouvoir se tourner vers l'avenir de la défense, c'est-à-dire d'arrêter les agressions dans l'œuf, en quelque sorte. Et on a vu l'exemple de l'Ukraine. Et à l'automne de 2022, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, délibérément, si les Russes accaparent un territoire et se trouvent en danger d'être expulsés de ce même territoire, c'est là que l'intérêt pour l'usage des armes nucléaires pourrait se manifester davantage. Donc, il ne faut quand même pas arriver dans ce genre de situation. Il faut éviter ça dès le départ, parce que là, on dégénère très vite. Donc, il y a beaucoup à faire du côté préventif, c'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre tous les plans qui ont été adoptés par l'OTAN au sommet récent. Alors, selon certaines fuites trouvées dans la presse, parce qu'évidemment, vous pouvez bien imaginer que ces plans et ces programmes ne sont pas connus du public, mais enfin, je crois que c'était l'Allemagne qui en avait parlé l'été dernier. L'OTAN aurait besoin d'une 30 à 50 brigades pour réagir à une invasion russe. Alors, bon, à la louche, ça veut dire quoi? Quelque chose comme 100 ou 250 000 soldats. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Dans le niveau actuel de la dépense au titre de la défense. Et en plus, ça pourrait être encore plus que cela. Si ce calcul est réel, il faut se dire que les États-Unis, là-dedans, ils sont censés retirer justement des forces de l'Europe. Et donc, c'est les Européens qui devraient compenser cela encore plus. Donc, on ne sait pas exactement de combien d'hommes il est question. Donc, les États de la ligne de front comme le mien seront amenés à en faire plus que ce qui avait été initialement convenu. Mon pays va consacrer 5% de son PIB à la défense cette année, et tout en élargissant ses forces armées, mais je ne pense pas que les autres alliés pourront suffire à combler le manque. Alors, ce que peuvent faire, et ce que devraient faire les Européens dans les missiles de frappe en profondeur, alors il s'agit toujours d'armes conventionnelles, mais il faut voir ce que les Ukrainiens font actuellement, ou ce qu'ils veulent faire. Il faut pouvoir frapper profondément dans l'État russe quand on est en guerre contre la Russie pour contrer les forces russes, l'infrastructure militaire et des installations telles que les raffineries et autres. Mais ces frappes en profondeur peuvent également contrer des armes nucléaires, c'est-à-dire qu'on pouvait frapper les systèmes de défense aérienne de l'ennemi, ce qui facilite de l'autre côté le passage des armes nucléaires. Ou alors on peut imaginer on pourrait viser les points de lancement de missiles nucléaires. En tout cas, une réponse massive serait une façon de réagir à l'usage limité nucléaire du côté russe. Dans certaines situations, et ça dépendra d'un certain nombre de facteurs, quels ont été les dégâts provoqués par les Russes? De combien de missiles disposons-nous? Quelles cibles avons-nous touchées? Quelles cibles peuvent-elles être encore atteintes? Donc, évidemment, on ne peut pas imaginer une substitution totale aux armes nucléaires, mais enfin, il y aurait quand même des moyens, donc sans utiliser les armes nucléaires, de réagir quand même. Et de ce côté-là, l'Europe commence à progresser, puisque d'abord, vous avez des pays qui achètent des missiles de croisière. Mon pays a acheté un millier de missiles de croisière qui ont une portée de 1000 km. On en a acheté d'autres qui ont une portée de 300 km, mais il y a quand même dans la capacité des missiles européens, pour les missiles à moyenne portée qui peuvent aller entre 1000 et 3000 km, personne ne les a, sauf la France et le Royaume-Uni. Mais, et encore en nombre limité, il y en a peut-être 500 de ces missiles contre plusieurs milliers du côté américain. Et donc là, il faut quand même dire que l'Europe doit accélérer ce qu'on appelle l'initiative ELSA qui avait débuté en France, l'initiative de la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. Mais maintenant, il y a également le Royaume-Uni et la Suède. L'idée est de développer conjointement et d'acheter conjointement ces systèmes de frappe en profondeur. Je dirais même que ça devrait être le programme phare de la défense conjointe européenne avec un financement qui pourrait venir donc de différents pays. Et puis, il y a
avant de toucher les questions littéralement explosives du côté nucléaire, ce qui doit être renforcé du côté européen, enfin c'est déjà le cas, mais c'est les systèmes de défense aérienne en Europe et les systèmes de défense anti-missiles. Alors, ils ne peuvent pas se protéger contre tous les missiles, et notamment pas contre les missiles nucléaires, mais un système de défense aérienne anti-missile peut quand même intercepter des frappes plus limitées. Et l'exemple de l'Ukraine, mais également d'Israël, a démontré que ça, c'est quelque chose de faisable. Et pourquoi c'est important? Parce que si nous disposons d'un système intégré de défense aérienne anti-missile, cela pourrait battre en brèche l'assurance qu'ont les Russes de pouvoir mener une guerre limitée sur le plan nucléaire. Donc, ça pourrait les amener à envisager une frappe plus massive et qui pourrait à son tour entraîner une réaction encore plus forte du côté occidental. Alors, en revenant à la dissuasion nucléaire et notamment les forces nucléaires britanniques et françaises. Moi qui viens d'un pays de l'Alliance qui pourrait être visé par une agression russe, il ne fait aucun doute que la France et le Royaume-Uni doivent renforcer leur contribution à la sécurité collective en Europe avec la dissuasion nucléaire. Mais je dirais également que des deux pays, c'est la France qui a davantage à proposer en la matière, même si la France dispose d'un arsenal plus diversifié et plus important d'ailleurs. Mais enfin, c'est une décision souveraine de la part de ces pays de savoir s'ils sont disposés à assumer des coûts supplémentaires, des risques supplémentaires en la matière. Alors, moi, j'ai le privilège, enfin, en tant que Polonais, ça peut paraître un peu prétentieux. Je suis polonais, je parle anglais de la dissuasion nucléaire française ici dans une université parisienne. Mais dans mon pays, il y a quelques années, c'était le président et le premier ministre qui ont manifesté leur souhait d'avoir ce dialogue avec la France, justement. Et le président Macron lui-même, à plusieurs reprises, a appelé ses partenaires à faire part de leur position sur les forces nucléaires françaises en matière de sécurité européenne. Alors, mes réflexions là-dessus, évidemment, il y a eu déjà beaucoup de débats là-dessus, non seulement en France, mais dans d'autres pays, et de nombreux experts ont été amenés à s'exprimer sur la question, et comme Héloïse Fayer qui est ici présente. Donc, je m'en tiendrai aux idées qui me paraissent particulièrement pertinentes. Si nous parlons du renforcement du rôle des contributions britanniques et françaises à la dissuasion nucléaire, au-delà de ce qui est politiquement faisable, il convient de s'interroger sur l'objectif d'un tel renforcement. Malgré toutes les tensions transatlantiques, je dirais que l'objectif, enfin, il faut quand même cadrer, disons, cet effort dans un sens de complémentarité plutôt que de remplacement des forces américaines, des forces nucléaires américaines. Depuis 1974, tous les alliés de l'OTAN s'accordent à reconnaître que les forces nucléaires britanniques et françaises ont contribué à renforcer l'alliance et la dissuasion de l'OTAN. Et depuis le concept stratégique de 92, on voit que cette contribution à la dissuasion fait que les calculs de l'autre côté sont rendus plus compliqués. Autrement dit, si les Russes envisagent l'usage d'armes nucléaires, ils doivent considérer la réaction américaine, qui peut être unilatérale ou associée à d'autres participations, d'une riposte française et une riposte britannique. Et cela va dans le sens de la réflexion de certains stratégistes français qui remontent, enfin, comme le général André Boff, qui, au moment où la France a acquis l'arme nucléaire. Mais si les Américains devaient retirer leur protection nucléaire en Europe, ou enfin, s'ils perdaient toute crédibilité, alors pour les puissances nucléaires européennes, en termes de renforcement de capacités de signalisation, enfin, la demande serait et la pression serait beaucoup plus importante. Alors, les politiques, disons, déclaratives, c'est-à-dire dans quelles conditions un État peut avoir recours à l'arme nucléaire. Cela ressort assez clairement dans le cas du Royaume-Uni, qui, à l'instar des États-Unis, déclare que
le Royaume-Uni peut utiliser ses armes nucléaires pour défendre des alliés de l'OTAN. Pour la France, c'est plus ambigu, et d'ailleurs Macron l'a répété, l'intérêt vital de la France est d'être protégée par la dissuasion nucléaire. Porte donc une dimension nucléaire, ce qui veut dire que la France pourrait être amenée à utiliser l'arme nucléaire pour défendre ses alliés. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui paraît a priori positif, mais enfin, c'est quand même, du point de vue d'un allié, quand même un petit peu ambigu. Et je le dis tout en reconnaissant la sensibilité de cette question en France sur le plan politique, mais également pour des raisons historiques. Et j'ai pu noter certaines des réactions qui ont été apportées à la déclaration du président Macron. Mais en laissant de côté ces sensibilités politiques, je ne vois pas de raison stratégique pour laquelle il n'y aurait pas une déclaration plus concrète et qui irait pourquoi une déclaration plus affirmée franchirait des lignes rouges françaises dans des situations de crise, parce que ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n'ont dit qu'ils feront usage de l'arme nucléaire pour défendre un allié. Ils disent qu'il pourrait y avoir recours. Donc, il y a une ambiguïté là aussi et de la marge de manœuvre là aussi. Mais je ferai le distinguo entre différents types d'ambiguïté. Il y a des bonnes ambiguïtés et des mauvaises ambiguïtés, si je puis me le permettre. C'est-à-dire que s'il y a une option de faire quelque chose, cette option doit être sur la table. C'est-à-dire que l'agresseur doit savoir ce qu'il pourrait lui arriver. Alors, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut être spécifique quant à ce que serait la réponse à l'agression. Et donc, s'il y a une certaine ambiguïté là, cela pourrait compliquer la tâche de l'adversaire pour savoir quelle serait la réaction, etc. Il y aurait des calculs plus compliqués à faire, mais enfin, l'option doit être sur la table. Et s'il y avait un engagement clair du point de vue de l'allié que je suis quant à la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire, cette désambiguïté serait souhaitable et en tout cas indispensable si la France devait remplacer les États-Unis comme principal auteur ou principal porteur de la dissuasion nucléaire. Maintenant, il y a d'autres options pour des politiques déclaratives plus affirmées. Dans la situation actuelle, cela pourrait apporter une valeur ajoutée, peut-être pas autant que ce que je viens d'évoquer. Par exemple, en 1994, il y avait la déclaration de Chequers entre le président Chirac et le Premier ministre John Major. Chirac avait dit que l'intérêt vital de l'un des pays ne saurait être menacé sans menacer en même temps l'intérêt vital de l'autre pays. Autrement dit, il y aurait implicitement la possibilité d'avoir recours à l'usage nucléaire, et en l'occurrence pour protéger la Grande-Bretagne. On pourrait très bien imaginer cela dans un autre format bilatéral pour ce qui concerne d'autres partenaires encore. Maintenant, pour ce qui est des capacités, alors là, je ne peux pas échapper à certaines considérations techniques, mais en général, si la France et le Royaume-Uni devaient jouer un rôle plus important en matière de dissuasion nucléaire en Europe, et le renforcement de leurs forces serait évidemment un signal politique important, surtout du côté français, parce que le signal serait que maintenant, cet arsenal n'est pas là que pour défendre la France, il est également là pour défendre et protéger les alliés. Maintenant, du point de vue plus opérationnel ou militaire, c'est en fait l'arsenal britannique qui a besoin de se développer davantage. Et là, alors, je vous demande un peu de patience ici. Ça peut vous paraître un peu abstrait, mais c'est incontournable. Ici, il s'agit de la capacité de réagir à une attaque nucléaire limitée. Donc, la pensée qui prévaut, c'est de se dire qu'il faut réagir de manière proportionnée à une telle attaque pour démontrer que on peut réagir sans déclencher une escalade du côté russe. Et il y a différentes façons d'aborder la proportionnalité. D'abord, en visant une cible. Si on attaque une base aérienne, on ne va pas commencer par attaquer Moscou. On sait ce que serait la réponse dans ce cas-là. Si on utilise des petites ogives d'un côté, on va peut-être faire la même chose de notre côté. Alors, l'OTAN dispose d'armes nucléaires à plus faible puissance ou plus faible rendement. Vous avez des missiles Trident, par exemple,
des missiles balistiques. Mais enfin, c'est quand même problématique dans la mesure où, d'une part, comme je l'avais préconisé pour renforcer la défense aérienne antimissile, les Russes, ils sont en train de le faire. Donc, ils auraient la capacité d'intercepter même un missile balistique intercontinental. Et puis, il y a des missiles intercontinentaux balistiques lancés depuis la mer qui pourraient être associés à une forte représaille, parce que si vous avez des nombres importants de missiles visant des cibles, des villes en particulier, alors ça dépendrait du pays, mais enfin, des missiles qui viseraient des villes, si le Royaume-Uni n'avait usage qu'à un seul missile, les Russes verraient ce missile arriver de leur côté et enverraient tout un barrage de missiles en réponse en se disant, voilà, c'est le début d'une attaque plus importante. Alors, je ne pense pas que les Russes s'aventuraient à se suicider par erreur. Mais enfin, il faudrait quand même pas... moi, je ne serais pas là pour appuyer sur le bouton rouge, mais enfin, on pourrait se demander ce que ferait la France ou le Royaume-Uni dans ce cas de figure. Le Royaume-Uni, qu'est-ce que le Royaume-Uni gagnerait à avoir des systèmes dits furtifs qui ne seraient pas associés à une représaille massive, donc lancés depuis la mer, par exemple. Alors, la France dispose déjà d'une 50aine de missiles de croisière portés par l'aéronef Rafale, donc aéroportés. La question de savoir s'il y a tel arsenal et la doctrine qui va avec, à savoir qui dit comment cet arsenal pourrait être employé. Est-ce que cela suffirait pour contrer la menace de frappe progressive du côté russe? Les Russes disent, voilà, on pourrait, la pensée stratégique russe, de dire, voilà, on pourrait avoir recours à quelques armes nucléaires et s'il le faut, si ça ne suffit pas, on recommencerait à nouveau avec d'autres frappes nucléaires limitées. Alors depuis, là, évidemment, il faudrait un changement de la doctrine nucléaire française, en tout cas pour la dissuasion, parce que actuellement, la doctrine française dit qu'il pourrait y avoir une frappe d'avertissement nucléaire, ce qui est, dans un scénario de guerre froide, c'était quelque chose qui tenait la route. Et c'est là qu'on en avait parlé. Le scénario, les forces soviétiques s'approchent de la frontière française. Dans ce cas, il y aurait une frappe nucléaire limitée française pour arrêter ces mouvements. Et si le mouvement ne s'arrête pas, il y aurait une réponse massive du côté français, ce qui serait logique puisque la France se heurterait à une menace existentielle. Alors, je ne pense pas que cette frappe, disons, d'avertissement, cette frappe unique d'avertissement serait pertinente dans ce contexte russe parce qu'on pourrait très bien imaginer plutôt une escalade qui viserait d'autres pays comme le mien en particulier. Donc, mais si on change de doctrine, est-ce qu'il faut plus de missiles? Sans doute. J'ajouterais deux choses sur la capacité. Du côté positif, parce que c'est vrai qu'on revient au scénario de la guerre froide ici. Les Américains sont toujours dans l'OTAN. Les forces nucléaires françaises et britanniques pourraient jouer un rôle que le général de Gaulle décrivait comme étant un détonateur ou un doigt sur la détente nucléaire. C'est-à-dire que l'usage de ces forces pourrait, disons, ouvrir un échange nucléaire entre les Russes et les Américains. Donc, les Russes devraient y réfléchir à deux fois avant de se lancer. Parce que si le Royaume-Uni ou la France devait lancer une attaque nucléaire limitée contre la Russie, les Russes pourraient ne pas savoir d'où cette attaque arrive et pourraient frapper les États-Unis. Les États-Unis pourraient réagir et là, vous avez une grosse guerre nucléaire. Mais le simple fait que cette possibilité existe, c'est une bonne chose pour la dissuasion, mais enfin, il ne faudrait pas trop jouer avec la dissuasion européenne avec de tels risques à la clé. Moi, ce qui serait embêtant, c'est que les Français et les Anglais ne pourraient pas faire grand-chose si... c'est une expression peut-être un peu abstraite, mais c'est ce que les Américains appellent les capacités de contre-force. De quoi s'agit-il ici? Cela veut dire que les Américains ont tellement d'armes nucléaires
tellement de missiles non nucléaires précis, tellement de capacités d'attaque et à partir de la mer ou à partir de sous-marins à telle enseigne qu'ils pourraient détruire une grande partie des forces nucléaires intercontinentales russes. Pourquoi je dis cela? Parce que les Russes en parlent tout le temps. Je ne peux pas imaginer le président américain autoriser une telle frappe sur la Russie parce que et le risque qu'un grand nombre de lanceurs russes survivent et puissent lancer des missiles vers les États-Unis, ce risque est trop élevé. Mais quand on écoute les commentateurs russes, militaires, même Poutine lui-même, ils en parlent néanmoins. Donc, c'est une question qui reste d'actualité pour eux. La question est de savoir quel est le rôle de telle force dans la dissuasion. À leur esprit, cela pourrait permettre une escalade d'une attaque limitée à une guerre totale. Évidemment, la dissuasion se passe dans la tête de celui qu'on essaie de dissuader. Maintenant, l'autre point, c'est que s'il y a une plus forte contribution à la dissuasion nucléaire en Europe, ce serait également des signaux plus forts quant à l'intention d'avoir recours à de telles armes. Et l'hypothèse la moins probable, enfin, ce serait si les Américains se retiraient de l'Europe, serait donc le partage nucléaire, c'est-à-dire que on déploierait des armes nucléaires sur le territoire de certains alliés avec l'usage potentiel de ces armes en situation de guerre. Alors là, sur le plan politique, évidemment, c'est déjà compliqué, mais ça supposerait également un élargissement des armes nucléaires françaises avec la possibilité pour les Alliés d'avoir recours à ces mêmes armes. Bon, alors, des options qui paraissent quand même plus plausibles. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais enfin, on pourrait se dire que l'aviation stratégique française pourrait avoir une présence dans des bases alliées, notamment en Pologne. Alors évidemment, il y a les aéronefs Rafale qui sont déjà présents dans une certaine mesure. Alors on est content, mais enfin, on connaît leur rôle conventionnel qu'il a d'intercepter les rafales françaises, d'intercepter les armes, les aéronefs russes. On peut imaginer une plus grande présence des forces conventionnelles françaises sur le flanc, le flanc de l'Est, sur le front de l'Est. Et là, on pourrait imaginer qu'une attaque conventionnelle pourrait devenir nucléaire. Vous avez une présence en Roumanie, en Lituanie, mais pas de présence, par exemple, en Pologne. Alors, pour conclure cette question des forces nucléaires britanniques et françaises, options, il y a toute une liste de possibilités, une liste de souhaits, pour ainsi dire. Et donc, pour résumer, certaines de ces modifications devraient être relativement faciles à mettre en œuvre, d'autres nécessiteraient des investissements majeurs ou de grands changements politiques, mais en général, étant donné qu'il y a la volonté politique, une plus grande implication des forces nucléaires françaises et britanniques dans la dissuasion de notre continent serait la façon la plus rapide d'essayer de combler la lacune après le départ des Américains, en tout cas partiellement, ce qui, sans aucun doute, serait un avantage pour cette solution. La question serait donc de savoir si ce genre d'édifice sera suffisant pour contrer les Russes, étant donné le manque de certaines caractéristiques de l'arsenal américain dont j'ai parlé. L'autre question serait de voir ce qu'attendrait la France de ses alliés en retour, n'est-ce pas? Selon certains commentateurs, par exemple, pas français, mais certains que je connais, proposeraient un cofinancement pour élargir la force nucléaire française. Je ne sais pas si la France en serait d'accord, mais est-ce qu'on a encore 5 à 10 minutes? Peut-être pas vraiment, non. 5, pas plus. Très bien. Parce que je souhaitais simplement peut-être traiter de la question la plus explosive. Parce que si l'on imagine une Europe post-américaine, où soit la France et le Royaume-Uni ne se montrent pas à la hauteur en matière de dissuasion nucléaire, ou bien s'ils le font mais que les alliés ne les soutiennent pas, eh bien il ne reste plus qu'une solution, c'est la prolifération nucléaire. On peut peut-être parler de prolifération dans des pays supplémentaires qui acquéreraient des armes nucléaires.
Mais là, on pourrait avoir des questions là-dessus. Et donc, je vais probablement m'arrêter là pour préserver le débat. Merci.